Merci d'être venus nombreux m'écouter. J'appartiens à un laboratoire qui s'appelle le LEED, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui est un laboratoire qu'on a cofondé avec plusieurs collègues il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Dans ce laboratoire, il y a des historiennes, des historiens, des géographes, des biologistes et même des drôles de gens qui sont des physiciens comme moi. Je vais aujourd'hui vous parler de choses qu'on pourrait qualifier non pas de biomimétisme, j'aime pas ce terme parce que ça laisse penser que la nature a forcément toujours trouvé la meilleure des solutions, et on va voir que poser comme ça la question n'a en fait pas forcément grand sens. Je préfère parler de bio-inspiration, c'est-à-dire d'observer effectivement la nature et de se dire en quoi je vais pouvoir apprendre quelque chose de cette observation. Alors, mon exposé va être émaillé de quelques illustrations faites par un ami et collègue qui s'appelle David Cochard, qui sont des illustrations prises dans le petit livre que j'ai fait, qui s'appelle Thermodynamique impertinente, que je vous présenterai un tout petit peu à la fin. Si j'ai un petit peu de temps, je vais commencer par une chose qui, peut-être que vous connaissez, c'est issu du site de Jean-Marc Jancovici qu'on ne présente plus. La courbe que vous avez ici vous représente en abscisse la consommation d'énergie fossile, et en ordonnée, elle vous représente le PIB. Et vous voyez que même si une corrélation ne vaut pas preuve, lorsque vous avez une courbe comme la courbe verte, puis qui se prolonge par la courbe rouge, qui sont indiquées ici, vous observez quand même une corrélation assez nette entre un PIB et une consommation d'énergie fossile. Vous me direz, oui d'accord, mais il commence par de l'économie, où est la physique? Mais en fait, la physique n'est pas loin du tout, parce que la définition que l'on peut donner de l'énergie, c'est que l'énergie, c'est la monnaie avec laquelle nous comptabilisons les transformations de la matière. J'utilise volontairement le terme de monnaie, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de dire que l'énergie se conserve, et la conservation de l'énergie, sa définition la plus fondamentale, elle est donnée par un théorème, l'un des théorèmes qu'on appelle les théorèmes de Noether, qui sont, à mon avis, des théorèmes avec une très grande esthétique. Et Noether, un peu dans les années 1910, a émis ces théorèmes en indiquant que lorsqu'il y a des lois de symétrie, en face de ces lois de symétrie, il existe une grandeur qui se conserve. L'un des premiers théorèmes de Noether dit que les lois de la physique sont les mêmes hier, aujourd'hui et demain, donc une symétrie par translation dans le temps des lois de la physique, et la grandeur qui se conserve face à cette loi de symétrie, Noether l'appelle l'énergie. Et vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec la conservation de l'énergie? Ça a à voir que si vous devez effectivement comptabiliser les transformations de la matière hier, aujourd'hui et demain, la monnaie avec laquelle vous comptabilisez ces choses a intérêt à avoir un cours qui est constant. Sinon, vous passez votre temps à changer, si c'est une transaction, vous passez votre temps à changer des pièces jaunes. Et si c'était le cas en physique, on aurait absolument une incapacité à pouvoir décrire notre monde si on n'avait pas effectivement des lois de la physique qui soient les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Donc en fait, les deux sont liés. Et vous voyez que dès le début de cet exposé, j'assemble plusieurs choses qui sont l'énergie et la matière. Vous ne pouvez pas parler d'énergie sans parler de transformation de la matière d'une part, et vous ne pouvez pas parler de ces choses sans parler de la vie de tous les jours. Le PIB, c'est une mesure, aussi imparfaite soit-elle, ça reste une mesure effectivement de l'activité des humains, et l'activité des humains, ça consiste quand même à transformer de la matière pour fabriquer des écoles, faire pousser des melons et autres activités intéressantes. Dans la courbe qui est ici, vous voyez que globalement la courbe est croissante, à part un petit retour qui est ici, qui en fait entre l'année 1973, choc pétrolier, et 1982, l'époque du gaspille, la chasse au gaspille pour les plus anciens d'entre nous, époque où effectivement on a cessé de faire, si je puis me permettre l'expression, de faire open bar, ce qui était un peu l'apanage des 30 Glorieuses, et commencer à se dire peut-être qu'on gâche un peu beaucoup d'énergie. Donc il est arrivé effectivement une époque où on a fait ce petit retour en arrière. Très bien. Mais l'essentiel du temps, vous voyez que, bon, le PIB croît à mesure qu'on consomme effectivement de l'énergie, et massivement de l'énergie fossile. La facture énergétique française, par exemple, c'est quand même 80% de fossiles pour 20% d'autres choses. La tendance qui nous est proposée, pour la petite anecdote, qui est de dire demain on va faire plus avec moins, ça serait faire une croissance, alors appelons-la verte, appelons-la tout ce qu'on veut. Donc au lieu d'avoir une courbe qui irait dans ce sens, on irait plutôt dans ce sens-là, donc on serait à peu près orthogonaux. Ça vous donne une idée de la difficulté de l'enjeu. Pour ceux qui sont furieusement économistes et qui diraient, mais enfin ici la chose n'est pas monétisée, j'ai mis en insert ce qu'il en est
de la consommation d'énergie fossile, du PIB, pardon, non pas en fonction de la consommation d'énergie fossile, mais cette fois en fonction du prix du baril, et vous voyez qu'il n'y a strictement aucune corrélation. Pourquoi je montre cette courbe? Tout simplement parce que c'est un premier plaidoyer. Mon plaidoyer, c'est faire que les descriptions économiques redescendent sur Terre et parlent effectivement de la matière et parlent du réel, c'est-à-dire de la matière et de l'énergie. Si on monétise tout, à ce moment-là, on se déconnecte du réel avec des conséquences qui sont assez gênantes. Alors, je vous préviens, je vais faire un peu de thermodynamique. Donc, si vous êtes allergique, vous pouvez encore sortir. Un café vous sera servi. La thermodynamique, en quelques mots, c'est quoi, tel que je vais la décrire ici? Eh bien, je prends un système, ça peut être un organe, ça peut être un organisme, ça peut être une machine, d'accord? Donc, un système animé ou inanimé. Dans ce système vont rentrer un flux d'énergie et un flux de matière. C'est ce qui nous caractérise, nous. Alors, il se trouve que nous, l'énergie, elle est véhiculée par la matière, ça s'appelle la nourriture. Dans le cas d'une plante, par contre, elle va effectivement avoir un flux d'énergie d'une part et un flux de matière d'autre part, qui sera le flux de photons solaires. Cette énergie et cette matière sont de qualités différentes, et ça, c'est un point très important. C'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, je vais en parler. Et puis, on rejette de l'énergie et de la matière. En ce qui nous concerne, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Ma mère m'interdit de le décrire ici, mais vous avez parfaitement compris de quoi il s'agit. On rejette tous et de l'énergie et de la matière. Alors, la thermodynamique se fonde sur deux principes. Un premier principe qui est un principe de quantité, qui nous dit en somme que l'énergie se conserve, je l'ai déjà dit, la matière aussi se conserve, je mets de côté les processus nucléaires, d'accord ? L'énergie et la matière se conservent, certes. Donc ça, c'est un premier principe qui est un principe de quantité. Mais il y a le second principe qui est un principe de qualité. Ce principe de qualité, en général, on véhicule le terme entropie. Le malheur, c'est qu'avec entropie, on dit beaucoup de choses et son contraire. Donc je nomme la chose entropie, mais je préfère utiliser le terme de qualité qui est tout aussi exact. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose d'avoir de l'énergie de haute qualité ou de basse qualité, ou de la matière de haute qualité ou basse qualité. Un exemple tout simple, qui a une dimension économique, si vous avez une tonne de limaille de fer, ou bien une poutrelle de fer d'une tonne, c'est exactement la même quantité de matière. Pourtant, économiquement, ça ne coûte pas le même prix, une tonne de limaille et une poutrelle de fer. Pourquoi? La qualité de l'objet n'est pas la même. Sur l'énergie, c'est pareil. Les photons qui arrivent du Soleil, il y en a une partie qui arrive avec une énergie de l'ordre de 1 électron-volt, ce qui est relativement conséquent. Ça tombe bien, l'énergie de liaison, des liaisons carbone-carbone, c'est aussi de l'ordre de l'électron-volt. Et donc, cette énergie de bonne qualité permet de récupérer au travers d'un processus qui s'appelle la photosynthèse, de la matière dispersée, entre autres du CO2, et de structurer cette matière dispersée. Donc vous voyez que les processus du second principe, ce n'est pas simplement la mort de l'univers, mais si j'apporte de l'énergie de bonne qualité sur de la matière dispersée, via certains processus, je suis capable de structurer la matière. C'est ce que réalisent les végétaux. Un prédateur, lui, va manger un autre animal ou un végétal qui est déjà de la matière structurée pour procéder à une autre structuration de matière. Donc vous voyez que si on veut décrire les choses, on a effectivement besoin, et tous les jours, de ce premier et de ce second principe. Ça, c'est un point relativement important. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous participons de la nature, et il serait quand même temps de s'en rappeler. Cette participation à la nature, avant la révolution industrielle, elle est relativement évidente, c'est-à-dire que les humains, comme toutes les autres espèces animales ou végétales, étaient soumises à ce qu'on appelle le plafond photosynthétique, c'est-à-dire que, in fine, l'énergie qu'on consommait était issue du soleil. Qu'il s'agisse du bois pour se chauffer ou pour la structure, qu'il s'agisse de la nourriture qu'on avait fait croître dans les champs ou bien qu'on avait donné aux animaux ou bien les animaux en pâture, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. In fine, les humains, avant révolution industrielle, sont sous le plafond synthétique et de ce point de vue, ils ne se différencient absolument pas des autres espèces vivantes qui sont elles aussi sous le plafond photosynthétique. Et voilà qu'arrive la révolution industrielle. Alors la révolution industrielle, c'est pas juste l'arrivée des machines à vapeur au cours du XVIIIe siècle en Angleterre, puis un peu plus tard en France. Au passage, l'an prochain, 2024, ce sera le bicentenaire de la publication du mémoire de la puissance du feu de Sadi Carnot, donc il y aura des festivités pour ça. C'est pas simplement ça, la révolution industrielle, c'est beaucoup plus important et j'allais dire beaucoup plus grave que ça.
Si on se place d'un point de vue biologique, lorsque la révolution industrielle arrive, l'animal humain, si je puis utiliser ce terme, est la seule espèce vivante qui va avoir ce qu'on appelle un gain de compétition en biologie, c'est-à-dire un gain qui va lui permettre de se différencier des autres espèces animales, des autres espèces vivantes. Ce gain, en l'occurrence, c'est l'accès au charbon, puis au pétrole, beaucoup plus tardivement, puisque l'envol de la consommation de pétrole, il faut attendre la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a une rupture qui est une rupture majeure. Et là-dessus, je souhaite m'inscrire en faux contre les personnes qui vont dire « il n'y a pas eu de révolution et il n'y a pas de transition écologique ». Si, il y a eu ces deux choses, et en la deuxième, on est dedans. Alors, on peut trouver énormément de choses qui vont démontrer qu'il y a eu effectivement des conséquences à cette révolution industrielle, que ce soit l'amélioration de la médecine, les femmes ne meurent plus nécessairement en couche avant 40 ans, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La population augmente, et vous avez une courbe ici qui vous représente l'augmentation de la population, et toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, on peut aussi se poser la question sur ce gain de compétition, est-ce que c'est simplement qu'on accède à une énergie différente des autres espèces vivantes, ou bien est-ce qu'il y a encore autre chose qui est derrière? Regardons un peu. On est donc jusqu'à l'orée de la révolution industrielle sous le plafond synthétique, et puis ensuite on est la seule espèce qui va finalement se libérer de ce plafond synthétique, photosynthétique. Et s'en libérer de manière très très importante, je tiens à le rappeler, la densité d'énergie qu'il y a dans les énergies fossiles est absolument colossale, ce qui fait que nous avons même quitté l'idée même de ce que c'est qu'un coût énergétique, tellement nous sommes addicts aux énergies fossiles. Alors, représenter comme ça nous parle, mais on peut le représenter différemment. Se souvenir que l'énergie qui provient du Soleil, c'est une énergie de flux. Tandis que l'énergie qui provient de notre charbon et de notre pétrole, c'est une énergie de stock. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont un peu mathématiciens ou intéressés par la question, ça s'appelle les conditions limites. Vous pouvez avoir un système qui est sous conditions limites de flux, on appelle ça les conditions de Neumann, ou bien sous conditions limites de stock, c'est-à-dire qu'on lui impose des potentiels, c'est ce qu'on appelle les conditions de Dirichlet. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En fait, si, on a dit énormément de choses. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en conditions aux limites de flux, eh bien, l'apport d'énergie que vous avez, il est simplement gouverné par le flux, et il n'y a pas d'autre sujet. Quand vous êtes en conditions limites de stock, eh bien, la quantité d'énergie que vous récupérez dépend simplement de la taille du tuyau, du diamètre du tuyau que vous plantez dans le stock. À ça, il y a plusieurs conséquences. Une conséquence assez élémentaire qui est que si vous avez un stock sous forme d'une canette de soda qui est posée sur la table et que vous buvez à la paille, vous ne touchez pas la canette, eh bien, il y a une chose que vous pouvez observer, c'est que tant que la canette n'est pas vide, vous ne connaissez pas son niveau, vous ne savez pas si elle est pleine, vous ne savez pas si elle est à la limite d'être vide. Il ne vous aura pas échappé que même si les niveaux des énergies fossiles, du pétrole j'entends, sont des données qui sont géostratégiques, pour autant l'activité humaine n'est absolument pas régulée par le niveau des réserves pétrolières que l'on a. C'est une absolue évidence. La deuxième remarque, c'est la possibilité d'une divergence. Je m'explique, je fais une petite analogie. Imaginons que nous soyons une population de lionnes et de lions dans la savane, et puis qu'une main divine ou une main invisible du marché, appelez-la comme vous voulez, dépose dans la savane le matin une gazelle, le midi une gazelle, le soir une gazelle, et tous les jours que Dieu fait, vous recevez 3 gazelles par 24 heures. Ça s'appelle un flux de gazelles. Un enfant de 8 ans comprendra que la population de lionnes et de lions va se développer à proportion de l'apport en gazelles, et pas plus, évidemment. Donc la régulation n'est même pas un sujet, elle est imposée par le flux. Si maintenant, avec un petit peu d'effort, vous imaginez qu'on est en condition de stock, donc un petit peu d'effort, pourquoi? Imaginez que je place maintenant un distributeur à gazelles dans la savane, je vous avais prévenu, il faut faire un effort, et donc vous pouvez prélever des gazelles, et c'est comme les sandwichs triangles, il y en a toujours un qui revient, ou les Kit Kat, c'est pareil. Ça, c'est un stock, vous avez un potentiel de gazelles qui vous est fixé, et finalement, vous êtes limité en flux par quoi? C'est par rien. Vous pouvez prendre autant de gazelles que vous voulez. Là encore, un enfant de 8 ans aura la réponse en vous disant qu'est-ce qui va se passer?
bah, les lionnes et les lions vont se mettre à manger plein de gazelles, ils vont se mettre à faire plein de bébés, et la population va exploser. Tiens, c'est marrant, ça ressemble à l'humanité. Et puis les lions et les lionnes vont éventuellement devenir obèses. Tiens, c'est marrant, ça ressemble aussi un peu à une partie de l'humanité, pas toute malheureusement pour l'autre partie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la révolution industrielle, par ce changement de conditions limites, au sens biologique du terme, au sens du gain de compétition, la conséquence, elle est grave, au sens où autant réguler quand on est en condition de flux, c'est à peine un sujet, c'est même pas un sujet. Ouais. Réguler en condition de stock, c'est pas que c'est un sujet, c'est que c'est à peu près impossible, sauf avec une volonté géopolitique absolument draconienne. Donc la révolution industrielle, c'est quelque chose qui a des conséquences absolument colossales pour nous, humains, et imaginez que demain, dans pas si longtemps que ça, on dit on va quitter les énergies fossiles pour revenir à un régime qui est un régime de flux. Je pense que vous pouvez comprendre tout de suite que ce n'est pas juste une affaire de cours de l'histoire, c'est drastiquement changer effectivement la manière dont on va effectivement faire fonctionner nos sociétés, sachant, je vous le rappelle, que l'énergie qu'il y a dans les carburants fossiles, elle est énorme. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, typiquement, 1 litre de carburant, c'est 35-40 mégajoules. Ça veut dire que quand vous faites le plein de votre voiture, 40 litres à peu près en 1 minute, bien vous pouvez faire un calcul en disant c'est de l'énergie qui va circuler pendant 1 minute, donc je peux calculer une énergie divisée par une durée, ça s'appelle une puissance. Eh bien, quand vous remplissez votre réservoir, la puissance que vous faites circuler par ce carburant, c'est 9 mégawatts. 9 mégawatts, ce qui est absolument colossal. D'accord ? 10 fois 9 mégawatts, c'est la puissance du plus gros porte-container du monde. Donc les énergies fossiles, c'est des quantités, c'est des densités d'énergie absolument colossales. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a fait beaucoup de choses que vous connaissez. Je voudrais vous en citer une rapidement. Ça, c'est issu des travaux de mon collègue Petros Chatzimpíros, qui est au laboratoire. Il a regardé ce qu'il en est sur l'agriculture. Donc vous avez dans la courbe du haut, effectivement, les développements de l'agriculture. Et vous voyez que le véritable essor de l'agriculture, il se fait après la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, vous avez la première, zone grisée, la deuxième. Et vous avez un essor de l'agriculture qui est très très important. Et une donnée très intéressante qui est inscrite en dessous, c'est le EROI. Le EROI, ici pour l'agriculture, le EROI, c'est une grandeur qui a été inventée dans le secteur pétrolier au début du XXe siècle. C'était au Texas, c'était un peu comme dans l'époque de Lucky Luke, vous donniez un coup de pioche dans le sol et il y avait un geyser de pétrole. Ça, c'est dans Lucky Luke. C'est-à-dire, ça me coûte combien d'énergie de récupérer l'énergie? Alors évidemment, si ça vous coûte plus d'énergie que ce que vous récupérez, ce n'est pas très intéressant, sauf moyennant peut-être de la spéculation à Wall Street et encore. Le EROI des pétroles texans au début du XXe siècle, il était de 100. Je mets un baril, je récupère 100. Belle affaire, on le connaît, on le sait. Aujourd'hui, les meilleurs pétroles du monde, donc les pétroles saoudiens, le EROI, il est de 20. Si vous allez chercher les pétroles qui sont les sables bitumineux dans l'Alberta, vous tombez sur des EROI qui sont aux alentours de 3-4. Évidemment, avec un EROI de 1, d'un point de vue physique, c'est plus intéressant. Okay, le EROI de l'agriculture, vous voyez qu'en fait, avant la révolution, la sortie de la Seconde Guerre mondiale sur laquelle je reviendrai, le EROI il est de 2, donc il y avait une part que vous devez garder et une part que vous libérez. Au passage, ça dit quelque chose qu'il est important de se souvenir, c'est que les villes, ça n'est que le surplus des campagnes. Ce n'est pas dans les villes, effectivement, que, même si on fait de l'agriculture urbaine, il faut des surfaces de campagne pour produire pour les villes. Le EROI, vous voyez qu'il est monté à la valeur d'à peu près 4. Donc effectivement, on a une productivité, non pas des rendements, mais des productivités, ce qui est différent, c'est des quintaux à l'hectare. On a des productivités qui sont très importantes. À la question, est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants? La réponse, c'est oui, avec des énergies fossiles. Est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants sans énergie fossile? Ça, c'est beaucoup moins sûr, et c'est probablement même pas possible. Ok? Donc ça, il faut bien voir que notre agriculture, grosse productrice de gaz à effet de serre, même si ce n'est pas une grande consommatrice d'énergie, il n'en demeure pas moins qu'elle est, elle aussi, totalement addicte aux énergies fossiles. Pour la petite histoire, ce que vous avez en bas à gauche remet un peu l'église au centre du village. Au niveau de l'agriculture, si on prend les animaux de masse à peu près supérieure à 1 kg et qu'on regarde la faune sauvage par rapport à la faune de rente, c'est-à-dire les animaux d'élevage, eh bien en fait la faune sauvage c'est 6%.
Donc en fait, notre planète est devenue une vaste usine agroalimentaire, et ça, c'est effectivement dû à ce qu'on a réussi à faire avec, d'une part, les engrais, donc les nitrates qui servaient à faire de la poudre à canon, on les transforme et on fait des engrais, et puis les chars, vous enlevez la tourelle, et puis vous transformez ça en tracteur, et vous arrivez à faire une révolution mécanisée qui permet effectivement d'obtenir les gains qu'on a eus. Alors, je voudrais traiter maintenant quelques petits points. On va commencer par un regard BA sur la nature en disant « la nature est vertueuse ». C'est absolument génial. Il y a un site américain qui vous propose « Ask Nature », c'est-à-dire vous avez un problème, vous posez la question, la nature a la solution. Alors je vais un petit peu tailler en pièces ce genre d'approche, donc je préviens. La nature est vertueuse. Très bien, imaginez que vous êtes un ingénieur, on vous dit qu'il faudrait fabriquer un animal, vous êtes un ingénieur chez Dieu, allez, et il faudra fabriquer un animal qui va vivre dans des océans à 4 degrés. Vous avez deux possibilités pour la motorisation, des animaux homéothermes à sang chaud ou des animaux ectothermes à sang froid. Vous avez choisi l'animal à sang chaud et là vous êtes viré parce qu'un animal à sang chaud dans un océan à 4 degrés, c'est très très dispendieux d'un point de vue énergétique, même avec 40 cm de graisse quand on s'appelle une baleine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une baleine, c'est pas du tout vertueux d'un point de vue consommation d'énergie. Par contre, ça nous apprend quelque chose. Dans la nature, ce qui existe n'est pas forcément le meilleur. Une définition très compacte de l'évolution, c'est quoi? Ce qui existe est possible. Je vous ai prévenu, c'était compact. Ok. Pourquoi cette baleine existe? C'était un quadrupède, c'était un mammifère, il était homéotherme, il est reparti à la mer. Enlever les pattes arrière d'un point de vue ingénierie, ça c'est fait, on le voit, même s'il lui reste des petits os ciliaques, vous pourrez voir ça au muséum, pas très loin d'ici. Par contre, changer effectivement de homéotherme à ectotherme, ça c'est strictement impossible, ça s'appelle une dépendance au chemin, tout simplement. Alors si on prend un autre animal, l'albatros est tout à fait intéressant. Il a une finesse d'aile qui est absolument sublime, donc il a des planets merveilleux, etc. Oui, mais si vous avez lu le poème de Baudelaire sur l'albatros, souvenez-vous, lorsque l'albatros est sur le pont du bateau et qu'il marche, Baudelaire nous dit qu'il est ridicule. Et là, on apprend une nouvelle chose de la nature, que l'on peut décliner d'un point de vue thermodynamique sur l'ensemble des systèmes. Si vous avez un système qui est excessivement adapté à une fonction, le prix à payer, c'est que vous ne serez absolument pas adaptable à d'autres fonctions. Et ça se démontre thermodynamiquement, on l'a fait. Donc adapté, adaptable, qui est un vieux débat en biologie, ça a des fondements thermodynamiques qui sont très très rigides. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer sur la nature. Alors, en système parfaitement adapté, vous avez le paresseux. Je vais vous mimer en avant-première le paresseux pendant quelques secondes. Voilà, c'était un rôle de composition. Un paresseux ne va jamais avoir de gestes rapides. Il y a même des vidéos sur YouTube où on voit un paresseux tentant de traverser une route où il y a des camions qui passent. N'importe quel autre animal aurait eu un sursaut d'énergie pour bondir, pas le paresseux. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement excessivement contraint. Il mange de l'eucalyptus, qui d'un point de vue nutritif n'est pas très très nourrissant. Essayez en mangeant des sachets de thé, vous allez voir. Et le paresseux, du coup, se trouve dans un environnement excessivement contraint. Donc, la conséquence, c'est qu'il va avoir effectivement un point de fonctionnement très très contraint à lui aussi. Ok? Autre exemple, on est absolument de l'autre côté. Il y a 65 millions d'années, un petit mammifère, suite à une mutation, voit ses 3 doigts périphériques s'étendre et devenir palmés. En 1 million d'années, ça devient une chauve-souris. Grand succès de l'évolution, la chauve-souris. Chauve-souris pangolin, c'est plus mitigé, mais on n'en parle pas aujourd'hui. La chauve-souris, grand succès de l'évolution. Pourquoi? C'est le seul mammifère qui vole. C'est le seul mammifère qui a un garde-manger à 3 dimensions. Et ça, c'est un gain de compétition énorme. En plus de ça, la plupart des chauves-souris sont fructivores, donc elles vont manger des sucres rapides, du fructose, qu'elles vont pouvoir directement aller chercher dans les arbres, puisqu'elles volent. Donc vous voyez que le système fonctionne bien. Par contre, à la question est-ce que la chauve-souris est un système énergétiquement vertueux, considérez une chauve-souris dans la zone tropicale, vous verrez que le corps est de la taille d'un chat. Faire voler un chat, c'est a priori pas une bonne idée. Pourtant, la nature l'a fait. Pourquoi elle l'a fait? Parce que c'est possible, parce qu'il y a eu ce gain de compétition. Mais derrière, il n'y a strictement aucune vertu en termes de consommation d'énergie à ça. Alors, une remarque que parfois on fait, c'est de dire, mais dans l'autre sens, la nature est incapable. Mes collègues qui font du photovoltaïque le disent, mais ils sont parfaitement conscients. On a aujourd'hui des panneaux photovoltaïques avec des rendements qui sont supérieurs à 45%, alors que Dame Nature, la photosynthèse, l'ordre de grandeur, ça dépend ce qu'on compte exactement, mais
l'ordre de grandeur du rendement de la photosynthèse est de l'ordre du %. Première remarque, qu'est-ce qu'a fait la nature pendant des centaines de millions d'années pour obtenir au bout de des centaines de millions d'années un système qui n'a qu'un rendement de l'ordre du %? Oui, mais si on prend le adaptable adapté en compte, un faible rendement doit être lu de manière complètement différente. Un faible rendement signifie que j'ai énormément de contraintes, d'accord, et je dois avoir une grande résilience. Effectivement, une plante, vous lui coupez des feuilles, elle doit encore fonctionner. Un panneau photovoltaïque, vous coupez un coin, c'est terminé. Et donc, il y a toute une litanie des contraintes qui vont s'appliquer, en particulier aux végétaux, d'accord. Et la contrepartie, c'est que vous allez avoir un rendement qui est bas parce que la plage d'usage est très très grande. Et on est encore dans adapté-adaptable. Nous sommes des mammifères qui ont la sudation. Tous les mammifères n'ont pas la sudation. Qu'est-ce que nous permet la sudation? Eh bien, elle nous permet par évaporation de l'eau. L'enthalpie d'évaporation de l'eau, c'est énormément d'énergie. C'est un coût énergétique relativement important, oui, mais ça permet à l'animal humain d'aller chasser à l'heure de midi, éventuellement une gazelle qui, elle, n'a pas la sudation, et la forcer à courir, sa température centrale, à elle, va monter, tandis que celle d'Homo sapiens ne va pas monter, et vous avez un gain de compétition à nouveau. Donc vous voyez que le gain de compétition peut être en fait un surcoût énergétique pour accéder à une plage d'usage qui est plus grande. Et ça, c'est une leçon très très importante que l'on peut retirer de la nature. Alors, il y a effectivement une proposition sur un site américain de dire la nature a la solution, et il y a une déclinaison sous forme un peu d'un décalogue de à quel point la nature est magnifique. Alors, je ne vais pas prendre toutes les propositions. Pour gagner du temps, je vais en citer qu'une. Si vous voulez, on a écrit un article avec les collègues du Muséum d'histoire naturelle, on a repris chacune des propositions dans un dialogue un peu contradictoire. La nature recycle tous les matériaux. A priori, on se dit, bah oui, évidemment, évidemment. Bah oui, mais les énergies fossiles, c'est typiquement un exemple de choses que la nature a fait, et puis elle a stocké. Stocké du carbone qui est séquestré sous terre sous forme de charbon ou de pétrole, absolument pas recyclé depuis quelque chose de l'ordre de grandeur d'une centaine de millions d'années. Alors il y a une espèce animale qui est en train de recycler le carbone en le sortant de terre pour le remettre dans l'atmosphère, c'est nous. Mais la nature en elle-même ne recycle pas tout. Bon, pour des raisons de temps, je ne vais pas décrire tous les points qui sont là, mais vous pourrez les retrouver dans l'article. Une des contraintes importantes pour la nature, c'est la contrainte des éléments chimiques. Vous avez en haut à gauche un tableau qui vous donne un tableau périodique déformé par rapport aux abondances des éléments, et on trouve effectivement les éléments habituels qu'on appelle SNOPS, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, et puis il ne faut pas oublier aussi quand même les alcalinotéreux qui sont ici, qui sont très importants pour nous. Il n'y a pas tellement de mystère pour expliquer pourquoi la vie organique est composée de ces éléments-là. C'est évidemment les plus abondants, et aussi quand même le fait que le carbone a des capacités d'hybridation très importantes. Sinon, on pourrait dire pourquoi est-ce que la vie ne s'est pas faite sur la base du fer, qui est l'élément le plus abondant sur Terre. Le fer ne permet pas de faire de la structure, par contre, il permet de faire de l'oxydoréduction pour véhiculer de l'oxygène, par exemple, et la nature a su l'utiliser. Donc, quand on regarde les matériaux biologiques, on voit qu'effectivement, c'est ce qui est en jaune ici, on n'utilise pas des quantités de matériaux, les matériaux biologiques, ça reste sur les matériaux abondants. Il y a une parfaite corrélation entre les deux tableaux. J'ai représenté en dessous ce qu'il en est, par exemple, pour les semi-conducteurs. On voit qu'on se promène joyeusement dans tout le tableau périodique, et c'est encore plus vrai si on prend les choses qui sont même au-delà des semi-conducteurs. Pour la téléphonie, on a aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'éléments du tableau périodique utilisés, mobilisés dans un objet qui s'appelle un téléphone. On n'est absolument pas dans la situation de la nature. Donc ce que la nature nous enseigne, finalement, c'est un périmètre des contraintes. Des contraintes de forme, contraintes physiques. Les animaux ont des formes particulières, toutes les formes ne sont pas possibles. Donc ça, vous pouvez voir ça par exemple chez Darcy Thompson, On Growth and Form, un très très beau livre. Contraintes historiques, j'en ai parlé avec le cas de la baleine. Contraintes d'évolution. Dans l'évolution, vous avez des stases, puis des explosions, la fameuse explosion du Cambrien par exemple. L'évolution, ça n'est pas un processus linéaire. L'innovation, ça n'est pas un processus linéaire. Donc quand on dit aujourd'hui, demain, on va arriver à trouver des solutions grâce à l'innovation, il n'est pas évident que le XXIe siècle soit à la mesure du XXe siècle, qui était un siècle très singulier, avec des découvertes absolument majeures en physique au tout début du siècle, puis en biologie, et on a un XXe siècle qui est excessivement marqué par ça.
Il n'y a strictement aucune raison d'imaginer que le XXIe siècle soit nécessairement à nouveau une explosion des innovations. Peut-être, mais peut-être qu'on va être dans une époque de stase, avec des développements technologiques, j'entends. Mais des grandes révolutions dans les sciences naturelles, physique et biologie, ce n'est pas forcément évident. Contraintes de conditions limites, ça j'en ai parlé, stock ou flux, et contraintes de système adaptables ou adaptés. Alors, il y a des contraintes différentes entre les systèmes vivants et puis nous, c'est-à-dire que les contraintes de ressources, les fameux éléments principaux, SNOPS, qu'il y a dans le vivant, on n'a pas ces contraintes-là, je viens de le montrer. Dans le vivant, vous trouvez des puissances qui vont être limitées au maximum à quelques dizaines de kilowatts. Ça va être les plus gros animaux de la planète. Par exemple, une baleine. Vous n'allez pas dépasser là quelques dizaines de kilowatts. OK? Une voiture de 100 chevaux, un cheval, c'est 736 watts. Une voiture de 100 chevaux, c'est à peu près 75 kilowatts, déjà. Et des puissances beaucoup plus importantes, on sait les faire. Oui, il y a une révolution, une transition majeure, contrairement à ce que certains disent, avec la révolution industrielle. C'est qu'on a été capable d'accéder à des puissances, des ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on était capable de faire sous le plafond photosynthétique. Et il faut se poser la question. Le réseau des chemins de fer européens s'est constitué avec une métallurgie qui est lourde parce qu'on avait du charbon. On n'aurait pas fait le réseau de chemins de fer européen avec les forêts européennes. Donc la révolution industrielle, elle nous a permis de faire des sauts d'ordre de grandeur sur les puissances. Sur les contraintes d'usage, ça c'est une courbe qui vous représente des puissances en fonction du rendement, en fonction de l'intensité de fonctionnement de la machine. Vous avez en haut à gauche une machine qui est la voiture du marathon Shell, 2 litres pour 1000 km. Non, pas de théorie du complot en disant qu'est-ce qu'ont fait les constructeurs automobiles, puisqu'on est capable de faire des voitures qui consomment 2 litres pour 1000 km. Oui, sauf que cette voiture, elle tourne sur terrain plat à 30 km/h. Elle est dans une fonction très très adaptée, elle n'est pas adaptable. La voiture de madame et monsieur tout le monde qui est en dessous, vous allez faire les courses, vous partez en vacances, vous allez chercher les enfants à l'école, etc. Vous faites tout. La voiture qui est en dessous, ici, c'est à peu près 100 chevaux. Le camion qui est ici, c'est à peu près en général un Volvo Penta, c'est 500 chevaux. La voiture fait 1 tonne, le camion fait 50 tonnes. Il y a un rapport 10. Normalement, 50 tonnes, la voiture, le camion devrait avoir un moteur de 5000 chevaux. Il a un moteur de 500 chevaux. Pourquoi? Ben là encore, adaptable, adapté. Le camion, c'est un croiseur. Les ingénieurs ont fait un objet qui est fait pour rouler à vitesse constante, aux alentours de 100 km/h sur une autoroute. C'est un croiseur. Si vous avez une machine qui fait tout, elle fera tout très médiocrement. Et donc, adapté, adaptable, vous êtes obligé d'hybrider les solutions. Et dans la nature, effectivement, les solutions, même à l'intérieur d'un organisme, vous allez avoir une hybridation des solutions et vous allez avoir une plage d'usage par système donné. Et puis, dans certains cas, la plage d'usage sera grande et le rendement relativement bas, 25% pour les mammifères que nous sommes, et dans d'autres cas, ce sera le contraire. Mais voyez qu'il y a nécessairement ce compromis. Pourquoi aujourd'hui on fait des maisons très basse consommation, qui sont des maisons dans lesquelles il ne faut pas ouvrir les fenêtres, alors que les humains, ça a l'habitude d'ouvrir les fenêtres. Résultat des courses, les comptes rendus sur les performances énergétiques des maisons basse consommation sont catastrophiques. Le dialogue entre les ingénieurs et les usagers, ça participe de adapter adaptable. Donc vous voyez que ce que je viens de vous dire, qui provient de la thermodynamique, vous l'envoyez dans le champ de la société de tous les jours, avec des éléments qui ne sont pas très compliqués. Alors, la nature va hybrider les solutions, je vais très vite, elle va hybrider les solutions en travaillant multi-échelle, et parfois avec le même matériau. Donc l'exemple par exemple sur le morpho, le papillon, là, des travaux de Serge Berthier, mon collègue. À toute petite échelle, la chitine a des propriétés optiques, donc c'est ce qui va faire l'iridescence, donc les couleurs, qui ne sont pas des pigments, mais des couleurs d'iridescence de l'aile du papillon. À échelle plus grande, ça va être les échelles thermiques, à échelle plus grande, ça va être la mécanique. Mais c'est les mêmes matériaux, multi-échelle. Alors en plus, la nature va, elle, mélanger les matériaux organiques et inorganiques, alors que chez nous, dans le monde académique en particulier, les gens qui font de l'organique et les gens qui font de l'inorganique, ce n'est pas les mêmes communautés. Donc le défi des échelles et le défi de travailler organique et inorganique, là c'est une chose qu'on peut apprendre de la nature, très clairement. Très rapidement, et c'est mon dernier point, ça c'est des travaux qu'on a fait assez récemment. On a repris des mesures sur des chevaux. Alors, ce n'est pas nous qui avons mesuré. Nous, on est au 6e étage, à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Mais amener un cheval, c'est compliqué. Le CNRS ne veut pas. Et il a des bonnes raisons pour ça. Vous avez les courbes qui sont ici, qui représentent pour les courbes rouges un cheval qui est au pas, bleu au trot, vert au galop. Et c'est la courbe du haut, c'est la consommation d'oxygène. Très bien.
Et puis les courbes d'en dessous, c'est le flux d'oxygène divisé par la vitesse. Vous voyez que ce sont des courbes qui présentent des minima. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ces courbes vous représentent la production de déchets pour réaliser un effort donné. Donc vous demandez au cheval de parcourir 1 kilomètre et vous posez la question de à quelle vitesse, quelle est la bonne vitesse pour parcourir ce kilomètre, la production de déchets soit minimisée. Eh bien, quand on laisse le cheval aller à son allure naturelle, il se place systématiquement à ces minimums-là. Posez-vous la question, quand vous marchez, pourquoi vous marchez à votre vitesse, si vous n'êtes pas pressé? Pourquoi vous ne marchez pas plus vite? Parce que je vais être en sueur si je ne suis pas pressé, pourquoi? Pourquoi vous ne marchez pas moins vite? Parce que vous sentez que ce n'est pas forcément si agréable que ça. Et donc vous faites exactement comme le cheval. Quand on a une société qui fonctionne sur un point de fonctionnement, une grande intensité, très très productiviste, ou bien on baisse le point, ou placer le point, et je terminerai par ça. Une possibilité, c'est de se dire, tiens, commençons par passer le point de fonctionnement par rapport à la société qu'on a, au point de fonctionnement où la production de déchets par rapport à une tâche donnée est minimisée. Merci. D'abord, merci beaucoup pour la présentation en général et surtout d'avoir bien insisté sur le fait qu'il n'y a pas de vecteur dans l'évolution et qu'il n'y a pas de déterminisme. Parce que, par expérience, oui, c'est quelque chose qui n'est pas toujours partagé, même dans certains milieux académiques ou enseignants. Et je pense que ça, c'est très important de le dire et de le redire. Mais d'un autre côté, dans la première courbe que vous avez présentée, cette corrélation très nette entre la production globale mondiale et le PIB, il y a aussi un facteur qui rentre, qui est l'accroissement de la population. Parce que cette courbe-là, à peu de choses près, je dirais, enfin, si j'ai bien interprété, elle correspond aussi à la... Il y a vraiment une relation entre les deux. Oui. C'est pas du... Alors, je dirais pas où est la poule et où est l'œuf, parce que la poule vient forcément d'un œuf, ça c'est ce qu'on apprend en biologie, même s'il n'y a pas de coquille autour. Mais par contre, c'est plutôt... Enfin, c'est une courbe à 3 bandes, et j'ai pas bien saisi qu'elle était... Enfin, c'est un constat, mais il n'y a pas vraiment d'origine derrière. Oui, alors je vais donner une réponse très très froide, voire même glaciale de physicien, qui est la population, c'est de la matière, c'est de l'énergie, ça rentre dans la partie du PIB finalement aussi. C'est aussi de la matière et de l'énergie mise en œuvre. Donc on peut pas le séparer en fait. J'avais prévenu, hein, c'est une réponse assez glaciale, hein, excusez-moi. J'ai une question. Si l'humanité parvenait à maîtriser la fusion nucléaire, est-ce que ça serait une augmentation du plafond au niveau du flux disponible? Si je raisonne d'un point de vue biologique, mais je ne suis pas biologiste, donc forcément ce que je vais dire va être entaché de grosses erreurs, et je m'en excuse par avance, mais je ne vois pas bien qu'un système biologique qui a accès à une ressource en énergie, ce qui est quand même le nerf de la guerre, hein, qui a accès à une ressource en énergie colossale, s'auto-limite. Donc, que ce soit la fusion ou que ce soit autre chose, je ne vois pas bien des raisons pour lesquelles l'humanité se mettrait à s'auto-limiter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas tout à fait. En fait, je me demande alors, la limite, ce serait plutôt l'espace disponible. Oui. Alors là, il y a une définition. J'ai ma définition de l'Anthropocène. Il y en a beaucoup de définitions de l'Anthropocène. Il y en a même un dictionnaire critique entier. Ma définition de physicien, c'est que l'Anthropocène, c'est le moment où les humains se sont trouvés dans la situation d'être des démiurges, c'est-à-dire d'avoir, d'un point de vue énergétique, les capacités de brasser la matière terrestre à l'échelle même de la planète Terre, et c'est à peu près ce qu'on fait. Voilà. Donc de ce point de vue-là, les limites, elles sont atteintes. Alors, je vais faire un tout petit passage de macroéconomie. Il y a un économiste que probablement vous connaissez, Nicolas Georgescu-Roegen, qui dans les années 70 a revendiqué le fait qu'il fallait se préoccuper du second principe de la thermodynamique en macroéconomie.
Alors il l'a revendiqué de manière parfois un peu maladroite, puisqu'il a invoqué un nouveau principe de thermodynamique, ce qui, quand vous n'êtes pas dans une discipline, vous débarquez dans la nouvelle discipline en disant j'ai inventé un nouveau principe, a priori vous n'êtes pas très bien accueilli, mais ça c'est une autre histoire. Et Georgescu Roegen disait une chose tout à fait claire, c'est que oui, la quantité de matière, elle est présente sur la planète Terre. Le problème, il n'est pas tellement là. Le problème, il est qu'on la disperse de plus en plus. Et si vous faites le calcul de j'ai de la matière qui est concentrée dans la mine, je l'ai mise dans des objets qui sont des téléphones, et ensuite j'ai pas bien recyclé et j'ai redispersé certains des éléments partout sur la planète, je vais vous donner un chiffre. En recyclage d'un élément chimique, il y a un truc qu'on connaît, qui n'est pas du recyclage, mais qui vient de l'industrie minière. Une mine d'or, c'est rentable quand pour une tonne d'or que vous avez sortie, une tonne de minerai, hein, pas des pépites, une tonne de minerai d'or, vous avez 1 gramme. Donc 1 ppm en masse. Okay, à ce moment-là, économiquement, pour 1 ppm, c'est économiquement rentable si la chose que vous récupérez, ça s'appelle de l'or. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez dit ça, si la chose que vous devez récupérer, c'est du lithium ou du vanadium ou des choses comme ça, dont le prix au kilo est infiniment plus faible, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'économiquement, il y a un seuil de dilution sur la planète qui fait que vous n'allez plus aller le rechercher. Ou bien, il y a un moment, aller le rechercher, ça va être effroyablement dispendieux. Donc, la limite, elle est en fait ici. C'est-à-dire, quand bien même on aurait énormément d'énergie, il faut voir que c'est des lois qui sont des exponentielles, donc ça finit par coûter très cher énergétiquement. Donc de toute façon, on décalerait le problème, vous voyez, mais on ne le solutionnerait pas à terme. Ça, c'est un véritable souci. Hein. Le véritable souci, ce n'est pas la quantité, c'est effectivement la baisse de qualité par la dispersion des éléments sur la planète. Merci. Je vous avais prévenu, hein, c'est le second principe qui est important. Oui, c'est sur les problèmes de dispersion, parce que ça pose aussi un problème même de recyclage, puisque même dans les objets, la dispersion qui se fait dans les objets usuels, notamment pour ce qu'on appelle des métaux rares, ils sont en concentration moindre, ils sont indispensables, mais c'est dans des concentrations moindres que le moins riche des minerais. Oui. Et donc, même si on recyclait tous les téléphones possibles et imaginables, je ne suis pas sûr que ça soit rentable de tirer l'yttrium ou je ne sais trop quel élément là en bas, bien gros, bien lourd, de ces téléphones. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des processus où parfois la thermodynamique et la chimie des solutions est avec nous. Le recyclage des batteries, par exemple, fonctionne beaucoup avec de l'hydrométallurgie. Et donc, vous avez des séquences où, dans un diagramme potentiel pH, vous allez pouvoir travailler en milieu alcalin ou en milieu acide pour pouvoir faire des précipités sélectifs. Donc là, je dirais, l'électrochimie est avec nous et permet de séparer les éléments. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Ça, c'est des choses qui sont faites, y compris en macroéconomie. On l'a un peu fait avec Gaël Giraud dans un article qu'on vient de publier dans Scientific Reports. Vous pouvez le trouver en ligne facilement. Il est gratuit. Et ces choses-là ont été travaillées en particulier par Valero. Valero a fait un certain nombre d'articles où effectivement il se pose la question d'un point de vue thermodynamique et ensuite sur le recyclage et ensuite il essaye de faire la connexion économique, ce qui est très courageux. Encore merci Christophe Beaupuy pour votre présentation. La question qui vous occupait était donc celle de savoir les réponses à la question énergétique se cachent-elles dans la nature. Et pour y répondre, vous avez mobilisé à la fois des éléments de physiciens de thermodynamique, des éléments sur la macroéconomie et auxquels vous articulez une analogie avec la biologie. Économie, biologie, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui est intéressant de voir ici déjà, c'est que l'énergie, là ici, est entendue surtout au sens de transformation de la matière. Et donc finalement, s'il y a deux composés principaux, c'est matière et énergie, la matière étant donc la transformation, l'énergie étant la transformation de la matière. Donc pour ça, sur les premiers éléments de thermodynamique, vous montrez que ces deux lois fondamentales peuvent être interprétées en termes de quantité et de qualité. C'est une manière
manière de relire ces deux lois fondamentales qui permettent de mettre en avant d'abord que l'énergie et la matière, donc ces deux éléments fondamentaux à partir duquel on peut lire le reste, se conservent, et ensuite que, en termes qualitatifs, finalement la structuration de la matière est permise par la structuration de l'énergie dispersée, et cette énergie dispersée va elle-même, donc une fois qu'elle est structurée, se redisperser, libérer de l'énergie qui va restructurer à son tour la matière, etc., etc. En convoquant et en relisant ces principes de base, ça met donc en exergue l'élément fondamental que vous proposez, à savoir que l'énergie est une forme de monnaie avec laquelle on peut comptabiliser les transformations de la matière. Donc vraiment, ça insiste sur ce fait qu'on a de la matière et des transformations de matière. Et c'est dans ce contexte-là que vous montrez que quand le PIB augmente, la consommation d'énergie augmente, mais c'est pas pour autant qu'il y a une corrélation avec la courbe du coût du baril de pétrole, et ça permet donc déjà de commencer à décorréler l'argument physique de l'argument économique. Et après donc ces premiers fondements sur la thermodynamique, vous en passez donc plus à des éléments de macroéconomie, en rappelant donc ce passage critique au sens presque étymologique du terme qu'est la révolution industrielle, moment auquel on passe au-dessus du plafond photosynthétique. Et donc vous l'avez bien dit, la différence fondamentale, c'est qu'avant, du fait qu'on est géré par l'énergie solaire, cette énergie est pensable sous le flux, alors que quand il s'agit du pétrole et du charbon, là l'énergie est pensée en termes de stock. Donc dans le premier cas, l'apport est gouverné par le flux, là où dans le deuxième cas, l'apport dépend simplement de la taille du flux, du tuyau avec lequel on peut capter cette énergie qu'on stocke. Donc il y a un changement drastique des conditions limites, et donc un état de changement de seuil vraiment renversant, qui montre à quel point en fait tout s'en fait ressentir. Notamment, vous l'avez bien dit, l'agriculture telle qu'elle est faite est extrêmement addictive à l'énergie fossile, en témoignent les engrais, les tracteurs, etc. Donc face à ce constat de changement donc de ces conditions limites, que peut-on faire? Et donc de manière générale, on pense parfois que le monde naturel peut donner des solutions. Vous montrez que cette manière de penser a ses limites, puisque l'évolution est gouvernée par le hasard. À chaque fois, chaque animal est un espèce de rapport coût-bénéfice par rapport à son environnement. Et bien sûr, donc tout va dépendre de la situation. Donc dire que la nature a la solution, c'est un petit peu court. Et d'autant plus que finalement, quand on se pose la question de savoir les réponses donc à la question énergétique se cachent-elles dans la nature, en fait, au fur et à mesure que je vous écoutais, je me demandais, mais en fait, finalement, sommes-nous encore vraiment dans la nature? Puisque, voilà, si on est passé au-dessus de ce plafond photosynthétique, ça veut bien dire que là maintenant, si la nature, elle, pense en termes de coût-bénéfice et cherche à trouver un bon rapport, un bon équilibre, quand les puissances mises à disposition dépassent de loin celles qu'on peut trouver dans la nature, on change d'ordre de grandeur, et donc finalement on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir à notre nature de conditions d'organisme pour essayer de trouver des solutions en nous-mêmes. Et en ça m'a fait penser à la conférence un peu plus tôt qu'on pourra retrouver en ligne plus tard, tout comme la vôtre, de Kevin Jean, qui montrait notamment, donc lui articuler les questions de santé et de transition écologique, et il disait notamment en France, du fait qu'on marche bien, si on faisait plus de vélo, ça ferait aussi des grandes diminutions de coûts à venir sous différents termes, et puis aussi ça avait des bénéfices individuels, et parce que finalement en fait ça remettait en bonne condition nos organismes. Donc là vraiment voilà, quand on se pose la question de les réponses à la question énergétique se cachent-elles dans la nature, finalement voilà, dans quelle nature sommes-nous et comment peut-on s'y reconnecter? C'est la question de l'exemple du cheval, où on voit que naturellement on a un équilibre, il y a voilà, un rapport entre l'usage, le rendement, l'énergie dépensée qui se trouve, et
dans un paradigme économique qui oublie ce juste rapport et fait prôner d'autres valeurs, qu'en est-il? C'est toute la question que vous posez. Vraiment, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous, merci beaucoup.